Samedi 19 mars, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour votre journal en langue française. Et ce 19 mars coïncide avec la fête de la victoire que l'Algérie célèbre aujourd'hui, 60 ans après les accords d'Évian ayant couronné la lutte armée du peuple algérien. La France n'assume et ne reconnaît toujours pas ces crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Algérie. Loin d'être une œuvre civilisatrice, la colonisation en Algérie, comme ailleurs, a été une entreprise destructrice et déshumanisante. C'est un sujet signé Souad Ben Batouche. La France vit dans son déni depuis de longues décennies, faits historiques têtus. Ces vieux démons ressurgissent dès qu'il s'agit de son passé colonial en Algérie. Plus de 132 ans d'occupation illégale, avec un lourd tribut payé par le peuple algérien. Plus de 5 millions de martyrs, des massacres et exécutions sommaires, des milliers de disparus, d'invalides, de veuves et d'orphelins, un tribut fait aussi de destruction, d'enfumades et de ravages de milliers de villages et de hameaux. Il faudra aussi citer la torture et les tentatives d'extinction de l'identité et l'histoire algérienne. Pour beaucoup d'historiens, le colonialisme français en Algérie aura été le pire jamais subi par un pays. La France officielle a toujours exclu toute reconnaissance des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis au cours des 130 ans de présence destructrice en Algérie. Elle refuse jusqu'alors de s'engager ouvertement dans cette voie nécessaire pour faire jaillir la vérité et la justice. Elle avance de nombreux arguments pour justifier sa dérobade historique et politique, comme celui de jeter la balle dans le camp algérien, l'appelant à faire son cheminement qu'elle-même se refuse. Cette même France tente surtout de ménager le chou et la chèvre face aux résidus des partisans de l'Algérie française. Et pourtant, une lueur d'espoir avait jailli il y a 5 ans quand un Emmanuel Macron a provoqué une polémique dans son pays en affirmant lors d'une visite à Alger que la colonisation est un crime contre l'humanité, tout en s'engageant à assainir le dossier mémoriel. 60 ans après, la France refuse de reconnaître et de faire face à son passé colonial, comme l'a fait l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la Belgique avant elle. Ces pays ont eu le courage de reconnaître les torts insignes infligés aux populations autochtones et certains se sont engagés à verser des indemnisations à leurs victimes. Un exemple à suivre si la France veut réellement tourner la page. Et dans un message à l'occasion de la célébration de la fête de la victoire, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, je cite, « Qu'en cette journée mémorable, prélude de la victoire, les crimes odieux du colonialisme ne sauraient tomber dans l'oubli ni s'éteindre pour la prescription. » Pour Abdelmadjid Tebboune, un traitement responsable, intègre et impartial du dossier de la mémoire et de l'histoire, dans un climat de franchise et de confiance, est incontournable. Et le ministre des Affaires étrangères, Amtan Lamamra, en visite de 3 jours à Pékin. Cette visite offrira une nouvelle opportunité aux deux pays de renforcer leurs relations de partenariat stratégique global. C'est sur invitation du conseiller d'État chinois et ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, que le ministre des Affaires étrangères algérien et ses homologues tanzaniens et zambiens effectuent une visite en Chine du 18 au 21 mars. L'Algérie et la Chine entretiennent des relations d'amitié et de fraternité. Et contre toute attente du Maroc, le Congrès américain met une véritable claque au Marzen. Celui-ci refuse de reconnaître la prétendue souveraineté du Maroc sur le territoire sahraoui occupé et se maintient au processus de règlement conduit par les Nations Unies. Leïla Gertal. Il s'agit du président du Congrès américain, le sénateur Patrick Leahy. Celui-ci a affirmé d'une réponse franche aux prétentions de l'occupant marocain. Le Congrès américain non seulement refuse de reconnaître la souveraineté du Maroc sur les territoires du Sahara occidental, mais il décide de plus d'introduire des aides de manière distincte de celles octroyées au Maroc. Ce qui signifie que le Congrès américain reconnaît que les deux territoires sont différents, à la souveraineté avérée pour chacun d'eux. Excluant
excluant toute suprématie de l'un sur l'autre. Autrement dit, cette décision est un véritable camouflet au Marzen, car contrairement aux années précédentes, le Congrès américain n'a pas placé le Sahara occidental au titre de clause relative au Maroc dans la loi des finances 2022, signée étrangement par Joe Biden, ce qui démontre le refus explicite du Congrès des violations du droit international. Le communiqué du Congrès insiste sur la poursuite du processus politique conduit par les Nations Unies et s'inquiète dans une lettre adressée au président américain sur les contrats d'armes conclus avec le Maroc en décembre dernier. De son côté, l'Espagne se dérobe de sa responsabilité en tant que l'ancienne puissance coloniale administrante des territoires sahraouis. L'Espagne qui brusquement reconnaît le plan d'autonomie du Maroc comme base de résolution de la question sahraoui. Un revirement sérieusement critiqué y compris par les partis politiques espagnols, laissant penser que Madrid agit sous pression marocaine. Et l'Algérie, qui n'a pas tardé à réagir, décide le rappel de son ambassadeur à Madrid pour consultation avec effet immédiat suite aux déclarations des plus hautes autorités espagnoles constituant un brusque revirement de position concernant le dossier du Sahara occidental. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères aujourd'hui. Ce même communiqué ajoute, je cite, « Très étonné par les déclarations des plus hautes autorités espagnoles relatives au dossier du Sahara occidental, les autorités algériennes, surprises par ce brusque revirement de position de l'ex-puissance administrante du Sahara occidental, ont décidé le rappel de leur ambassadeur à Madrid pour consultation avec effet immédiat ». Fin de citation. Et pour en parler, nous avons en direct avec nous via téléphone Monsieur Saïd Ayachi, président du comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Monsieur Ayachi, comment expliquez-vous le revirement de situation de l'Espagne vis-à-vis de la question sahraoui ? Il y a certainement des non-dits dans cette histoire, surtout que dans la foulée, l'Algérie a réagi en rappelant son ambassadeur à Madrid. L'Algérie ne pouvait pas faire moins que ça. D'ailleurs, il faudra attendre des suites à cette décision du gouvernement algérien. Il y a quelques semaines à peine, les autorités espagnoles réaffirmaient leur appui au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination conformément au droit international. Et la décision ou du moins le communiqué, la teneur du communiqué qui vient d'être fait par aussi bien les autorités marocaines que le gouvernement espagnol, est une décision tout à fait stupéfiante, sidérante. C'est même un deuxième coup de poignard dans le dos du peuple sahraoui après les tristement accord de Madrid de novembre 1975, puisque il appuie la solution d'autonomie du peuple du Sahara occidental par les autorités marocaines. Lorsqu'on sait que d'ailleurs, il faut le savoir, qu'en matière de droit, un pays ne peut donner une autonomie qu'à une région sur laquelle il a la souveraineté. Or, le Maroc n'a pas de souveraineté sur le Sahara occidental et aucun pays au monde ne reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Et donc, c'est d'autant plus étonnant de la part de Madrid qui reste l'Espagne restant. Je voudrais très respectueusement corriger votre commentaire. Ce n'est pas l'ex-puissance administrante. Elle est toujours juridiquement la puissance administrante du Sahara occidental. Vous savez que le ciel du Sahara occidental est géré par l'Espagne. Et donc, à ce titre, l'Espagne a encore une fois trahi sa trajectoire historique par cette décision tout à fait criminelle vis-à-vis du peuple sahraoui. Oui. De prime abord, on peut penser que le gouvernement espagnol a cédé à des pressions de tierces parties, comme d'ailleurs il a très visiblement cédé au chantage des autorités marocaines relatives à la migration clandestine. Et puis, il ne faut pas exclure non plus les manœuvres du lobby économique espagnol qui possède des usines au Maroc et qui a des intérêts colossaux dans ce pays. Comme d'ailleurs, on sait que c'est qu'en la matière, les autorités marocaines sont expertes. Il ne faut pas exclure non plus la corruption des élites politiques espagnoles. Mais néanmoins, tout cela ne justifie pas
Une telle décision, d'ailleurs, qui, je le rappelle, est totalement à l'antipode des déclarations d'il y a à peine quelques semaines qui étaient conformes au droit international dans la mesure où le gouvernement espagnol appuyait la tenue d'un référendum de détermination au bénéfice du peuple sahraoui. Monsieur Ayachi, il y a aussi cette déclaration. Les socialistes. Monsieur Ayachi, ce sont encore les socialistes espagnols qui se rendent responsables de cette forfaiture contre le peuple sahraoui. Il y a aussi cette déclaration faite hier par Patrick Lee, le président du Sénat américain, on le disait il y a quelques minutes. Il met tout simplement fin à l'ambiguïté de la position américaine au sujet du dossier sahraoui, longtemps entretenue par Rabat. Qu'en pensez-vous justement de cette déclaration ? Il y a au sein de l'établissement politique américain, il y a des voix qui honorent d'ailleurs le droit international. Il y a Patrick Leahy, il y a l'ancien sénateur John Inhofe, il y a les 11 sénateurs qui viennent d'écrire au président Biden pour lui demander de ne pas conclure le contrat d'armement au bénéfice du Maroc qui risque de l'utiliser contre les civils sahraouis. Et il y a au sein du Sénat américain un groupe de sénateurs, un groupe influent de sénateurs qui de tout temps a soutenu le droit international. Il considère que le décret de Trump était d'ailleurs un dynamitage du droit international et ne souhaitait pas que l'administration américaine en soit ainsi catégorisée comme étant le fossoyeur du droit international. C'est d'ailleurs c'est la même position que doit avoir l'établissement espagnol et il y a déjà des réactions au sein de la classe politique espagnole comme Podemos par exemple ou des parlementaires espagnols d'autres partis ou des ONG bien sûr en nombre important qui s'élèvent contre la décision du gouvernement espagnol et je crois que la décision du gouvernement algérien de rappeler notre ambassadeur à Madrid pour consultation n'est que le prélude à une crise dans les relations algéro-espagnoles, en souhaitant que cette crise n'aille pas crescendo et en souhaitant que le gouvernement espagnol revienne à une position plus conforme au droit international et surtout à la responsabilité historique de l'Espagne en la matière. Merci Monsieur Saïd Ayachi. Vous étiez en direct avec nous via téléphone. Je le rappelle, vous êtes président du comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Je vous remercie. On reste sur le continent. Après de fortes tensions qui ont enregistré des sanctions économiques, les discussions reprennent entre la CEDEAO et le gouvernement de transition malien. Celle-ci souhaite faire une nouvelle proposition à Goodluck Jonathan, le médiateur ouest-africain qui est arrivé hier à Bamako. Sa dernière visite dans la capitale malienne n'avait pas été couronnée de succès le 26 février dernier. La délégation de la CEDEAO tente une nouvelle fois de s'entendre avec les autorités de transition sur un chronogramme électoral en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Et justement, les autorités maliennes qui avaient ordonné la suspension sans délai préalable de la diffusion de RFI et France 24 après la publication de ces médias français de fausses allégations, selon le porte-parole du gouvernement. Ils accusent l'armée malienne d'être impliquée dans des exactions contre des civils, ce que nient en bloc les autorités maliennes. La décision du gouvernement a été très suivie par la rue. On écoute. C'est vrai, le gouvernement malien est souverain. Qui apprécie cette décision et qui a également des éléments que nous, on n'en a pas. Mais nous, en tant que responsables des médias, nous voyons un peu comme une menace à la liberté d'expression et à la liberté de la presse. Nous avons sanctionné la population RFI au France 24 auquel mec en Inde parce que presque les populations maliennes, 90% sont contre RFI et France 24 aujourd'hui. Nous soutenons le gouvernement par la décision qu'ils ont prise, vraiment. Bon, ami Dien, Ouati Mnassan, ami Kele, Kumakan Kele, Odeka Juguni Malfachire, Media Kele, Odeka Juguni Malfachire. Bon, Kumakan Sega Jamanachi, Absega Jamana.
Et dans le dossier conflit en Ukraine, l'armée russe poursuit ses opérations sur le terrain. Plusieurs villes ukrainiennes restent cernées. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle désormais Moscou au dialogue. Les précisions avec Amy Touta. De Kharkiv à Mariupol, les grandes agglomérations ukrainiennes restent assiégées par les troupes russes après plus de 3 semaines du début du conflit. À l'est du pays, les unités ukrainiennes tentent d'empêcher les forces russes d'accéder à Kharkiv. La deuxième plus grande ville a subi plusieurs frappes depuis le 24 février, situation qui a poussé les habitants à quitter les zones de combat. À Kiev, la capitale vit au rythme des sirènes d'alerte à chaque frappe ou bombardement. La capitale fait face à l'encerclement russe par les villes nord comme Irpin et Tchernikiv. Sur le plan politique, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé à Moscou, affirmant qu'il était temps de discuter de paix et de sécurité afin d'éviter les conséquences pour la Russie. Le président ukrainien a indiqué que les négociations sont les seules voies pour Moscou de minimiser les dommages causés par ces erreurs. Et lors d'un entretien téléphonique avec le président français Emmanuel Macron, le président russe Vladimir Poutine a accusé l'Ukraine de nombreux crimes de guerre commis quotidiennement par les forces de sécurité et les nationalistes ukrainiens. Le président russe a assuré que les forces dirigées par Moscou faisaient tout leur possible pour ne pas cibler les civils. Côté humanitaire, le flux des réfugiés reste en hausse, notamment vers la Pologne, dont le nombre a dépassé les 2 millions de personnes ces dernières 24 heures. Et la Russie, par le biais de son ministère de la Défense, déclare avoir utilisé la veille des missiles hypersoniques. Objectif, détruire des entrepôts souterrains d'armement dans l'ouest du pays. Les forces armées de la Fédération de Russie continuent de mener une opération militaire spéciale. Le 18 mars, le complexe aéronautique Kinjal, avec ses missiles balistiques hypersoniques, a détruit un important entrepôt souterrain de missiles et de munitions de l'aviation de l'armée ukrainienne dans la localité de Deliatin, dans la région d'Ivano-Frankivsk. Et dans le sillage de ce conflit, une dizaine de convois humanitaires ont pu se déplacer ce samedi vers plusieurs villes ukrainiennes encerclées par les troupes russes. L'un de ces acheminements est parti de Zaporizhia dans le sud-est pour rejoindre Mariupol, ville portuaire située à quelques 230 km. C'est ce qu'a indiqué la vice-première ministre ukrainienne Irina Vereshchuk. Les autres couloirs humanitaires se sont centrés autour des villes situées beaucoup plus au nord-ouest de la capitale Kiev, telles que Hostomel, Kharkiv et Borodianka. Et le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, s'est rendu à Sofia en Bulgarie où il a tenu une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre bulgare, Kirill Petkov. Les deux parties ont discuté du renforcement du flanc et de l'OTAN. Dans son allocution, le Premier ministre bulgare a affirmé que son pays continuera à faire tout son possible pour venir en aide à l'Ukraine et aux Ukrainiens. Cependant, envoyer une aide militaire ne sera pas possible sans que le Parlement bulgare ne puisse approuver l'action. Notre conversation s'est concentrée sur ce que nous pouvons faire pour renforcer le flanc Est ici et sur ce que nous pouvons faire pour accroître l'interopérabilité. Nous avons également parlé de ce que nos forces font ensemble et nous restons certainement reconnaissants à son leadership et à la Bulgarie d'avoir accueilli un groupement tactique ici et de s'être déplacé très intelligemment et très rapidement pour mettre en place ce groupement tactique. And moving out very smartly, very quickly to stand up that battle group. La Bulgarie continuera à faire tout son possible pour aider les Ukrainiens dans cette dure épreuve. Mais étant si proche du conflit, pour l'instant, une aide militaire à l'Ukraine ne sera pas possible pour nous. Ce type d'aide ne devrait potentiellement se produire qu'après avoir été approuvé par le Parlement bulgare. Et ce conflit qui a plongé le marché mondial du pétrole dans la tourmente, les marchés s'affolent, les voyants se mettent au rouge, ce qui n'est pas pour rassurer les pays consommateurs. L'Agence internationale de l'énergie prévoit un déficit de production de pétrole russe estimé à 2 500 000 barils par jour d'ici le mois d'avril. Les détails avec Mohamed Wali Ben Chaben.
L'Agence internationale de l'énergie craint une pénurie atroce sur l'offre pétrolière mondiale pour les 4 mois prochains en raison de la guerre en Ukraine. Le directeur de l'agence Fatih Birol estime qu'à partir du mois prochain, il manquera 2,5 millions de barils de pétrole russe par jour, indiquant que 3 raisons font que la situation du marché sera pire qu'aujourd'hui. À partir d'avril, l'AIE recommande l'application de 10 mesures pour réduire rapidement la consommation de carburant. L'agence suggère ainsi de baisser d'au moins 10 km par heure la vitesse autorisée sur autoroute, de faire du télétravail jusqu'à 3 jours par semaine ou encore d'organiser des dimanches sans voiture dans les villes. Elle recommande aussi de baisser le prix des transports publics, d'encourager la marche et le recours au vélo, l'utilisation du train plutôt que l'avion si possible, ou encore de renforcer l'achat des véhicules électriques. Selon l'agence, l'ensemble de ces mesures permettent au pays avancé de réduire la consommation de pétrole de 2,5 millions de barils par jour en 4 mois, soit l'équivalent de la consommation du parc automobile en Chine. La réduction de la consommation de pétrole ne doit pas rester une mesure temporaire. Des réductions durables sont souhaitables, non seulement pour améliorer la sécurité énergétique, mais aussi pour lutter contre le changement climatique et réduire la pollution atmosphérique. Dans le reste de l'actualité internationale, il a été reçu par le prince héritier d'Abu Dhabi, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyani. Le président syrien Bachar el-Assad était en visite d'État et de travail hier aux Émirats arabes unis. Pour cette première visite dans un pays arabe depuis le déclenchement de la guerre en Syrie, les deux pays ont affiché une volonté de poursuivre la concertation et la coordination sur diverses questions d'intérêt commun. Souhila Kilal. Une première depuis 11 ans. Le président syrien Bachar el-Assad a effectué sa première visite dans un pays arabe depuis le début de la guerre en Syrie. Arrivé vendredi aux Émirats arabes unis, el-Assad a rencontré le prince héritier d'Abu Dhabi, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Les deux leaders ont passé en revue les relations fraternelles entre les deux nations et les perspectives de coopération et de coordination pour réaliser leurs intérêts communs et contribuer à la consolidation de la sécurité, de la stabilité et de la paix dans la région arabe et au Moyen-Orient. Ils ont également mis l'accent sur la préservation de l'intégrité territoriale de la Syrie et le retrait des forces étrangères du pays. Cette visite intervient 3 jours après la date anniversaire du début de la révolution syrienne. Elle traduit une amélioration potentielle des relations de la Syrie avec ses voisins arabes, qui avaient isolé le régime d'Al-Assad durant une décennie. La Syrie avait été exclue de la Ligue arabe dès la fin 2011. Les pays arabes, dont ceux du Golfe, avaient décrié la répression menée par le pouvoir de Damas contre des manifestations pro-démocratie. Cette visite pourrait peut-être relancer les prémices du débat sur un éventuel retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe. L'avenir nous le dira. La visite du président syrien aux Émirats arabes unis a suscité des réactions répréhensibles au sein de l'opposition syrienne et de certaines puissances internationales. Le département d'État américain a exprimé sa profonde déception et son inquiétude face à la visite du président syrien Bachar el-Assad aux Émirats arabes unis, la qualifiant de tentative manifeste de légitimer le dirigeant syrien. Sport, football, moins d'une semaine nous sépare de la double confrontation face au lion indomptable camerounais en match barrage qualificatif au Mondial 2022 qui est prévu au Qatar. Le sélectionneur national Djamel Belmadi, après avoir entretenu le suspense, a annoncé cet après-midi sa liste des joueurs retenus pour cette très importante double qualification. À retenir la non-convocation de l'attaquant Barded Bounedjah. Faisal Salah nous en parle. L'attente est plus dure à supporter que le feu. La liste de Djamel Belmadi est enfin dévoilée pour les deux rencontres des matchs barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 face au Cameroun. Le match aller le 25 à Djapoma de Douala et le retour le 29 du même mois à Tchakir de Blida. Belmadi a dû faire le ménage à la Maison des Verts après l'élimination décevante de l'Algérie à la CAN 2022 au Cameroun et le manque d'efficacité. Un match de Grinta, Belmadi l'a déjà annoncé. Résultat. Souvent titulaire, le grand absent est l'attaquant d'Assad au Qatar, Barded Bounedjah. L'ex-joueur de l'Étoile du Sahel n'a pas marqué avec la sélection depuis le 12 octobre face au Niger. L'effet de la Coupe arabe n'a pas duré. Belmadi n'a pas convoqué Lies Chetti, Yassine Brahimi, Tougaï, bien que Sofiane Bendebka, l'unique buteur de l'Algérie à la Coupe d'Afrique des Nations, figure parmi les 24. Adam Mounes, Saïd Barrahma, Farid Boulaya, Mohamed Lamine Amoura, Adam Zorgan, Hlaimia n'ont pas été convoqués. Belmadi a gardé les 3 gardiens de but de la CAN, Boulhi ou Kija et Zarba.
En défense, l'Aoufawi et le nouveau des Verts, le retour d'Ahmed Touba, les habitués Jamal Belamri, Issa Mandi, Youssef Attal, Rami Ben Sabini, Badran, Tahrat et Ben Agueda. Au milieu de terrain, on enregistre le retour de Debaba, Adlan Diora et Hicham Boudaoui. La présence de Firouli, Ben Nasser et Zarrouki. En attaque, Belmadi a dû sortir le jackpot. Le retour du Ishaq Belfodil, le joueur de Hertha Berlin. La première convocation de Belmadi à Benyeto, Islam Slimani, Youssef Belaïli le Brestois. Et pour finir, l'indiscutable capitaine Riyad Mahrez. Et avant de se quitter, on vous propose une petite virée à la Villa Médicis en Italie pour découvrir le point commun de grands maîtres de la Renaissance, celui du gribouillage, ce geste spontané qui est à l'origine de merveilles, vous le verrez. Amira Betia. Une exposition qui a réuni près de 300 œuvres originales, de Michel-Ange à Pablo Picasso en passant par Leonardo da Vinci, mais cette fois-ci, c'est la face cachée des toiles qui est mise en exergue. On y retrouve des dessins expérimentaux ou transgressifs qui ont permis aux artistes de tester, d'explorer et de libérer leur créativité. La commissaire de l'exposition, Francesca Alberti, revient sur cette présentation atypique. L'exposition en fait montre vraiment cette dimension entre ce qui est au recto, c'est-à-dire la règle, une Renaissance telle qu'on la connaît, et tout ce qui se trouve dans les marges, et donc des formes de dessin qui sont vraiment beaucoup plus libres, parfois incontrôlées, parfois automatiques, où il y a de l'ironie et du jeu. Baptisé gribouillage, cet assemblage insolite met en lumière des dessins où la main de l'artiste se libère. Un geste artistique intime qui n'était pas destiné au public. Des bouts de papier griffonnés qui pourraient être insignifiants pour les âmes insensibles, mais elles représentent la face cachée du travail des artistes. Elles plongent le visiteur au cœur du processus créatif, une sorte d'échappatoire aux règles et contraintes de l'art officiel, ou bien un retour à cette âme d'enfant qui est dans chacun de nous. Comme disait Pablo Picasso, il m'a fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec Amel Amziane Zitouni. Retrouvez Riyad Lahri pour le 19h demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée sur Al24 News.